Les Jeux olympiques, donc on le disait, les Jeux olympiques et paralympiques 2024, est-ce qu'ils peuvent devenir un levier pour accélérer la transition écologique? C'est en tout cas l'ambition du comité d'organisation des JO qui affirme avoir organisé le tout premier événement sportif à contribution positive pour le climat. Dans un instant, on accueillera Georgina Grenon, directrice excellence environnementale au sein du comité d'organisation des Jeux olympiques. Et avant cela, je vous propose justement de revenir en images sur ce projet d'envergure. Georgina Grenon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conversation donc, sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, je le disais, des JO donc vertueux, durables, inclusifs, bien d'autres choses aussi, mais en tout cas c'était l'ambition des Jeux dès la candidature. Donc vraiment au tout début de cette candidature, vous avez placé les questions environnementales dans l'ADN même des Jeux. Expliquez-nous peut-être comment on pense un projet d'une envergure tel que celui-ci. Comment on s'attaque à un chantier aussi titanesque? Comment penser à tout? Comment, vous m'avez dit, il faut retourner chaque pierre? Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire exactement ça. Je veux dire, c'est les plus grands événements du monde. Peut-être quelques chiffres pour que les gens se rendent compte. On parle des 15 000 athlètes, 26 000 journalistes accrédités. La COP21 en avait 3 000, juste pour que vous ayez une idée d'ordre de grandeur. Donc, c'est vraiment énorme. On a 13 millions de repas à servir, 18 millions de boissons à servir. Tout ça en relativement peu de temps. C'est l'équivalent des 40-43 championnats du monde en même temps. Voilà. Donc, il a fallu vraiment, au tout début, c'est dire qu'est-ce que l'on peut faire pour réduire nos impacts. Mais avant de pouvoir réduire, il faut juste le comprendre. C'est-à-dire, ils sont où les impacts et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire. Donc, même depuis la candidature, il y avait une première estimation carbone, par exemple, qui avait été faite. Et il a paru évident qu'une des décisions pour couper les émissions, c'était de ne pas construire. Donc, contrairement à ce que les jeux font d'habitude, et du coup, il y a une décision de construire un seul site pour les besoins des Jeux, c'est les centres aquatiques qui est en face du Stade de France, qui répondent aussi à un besoin d'avoir un espace de séjour en France. On n'en avait pas. Et du coup, construire ça et les faire en même temps avec le moindre impact possible. Donc, par exemple, ces sites ont été construits avec moins de 30% d'émissions de carbone au mètre carré par rapport à un site habituel. Tout comme les villages. Les villages étaient nécessaires. Donc, il a été fait à un lieu où il y avait aussi un besoin d'hébergement, de créer des habitations. C'est en Seine-Saint-Denis. Et du coup, un quartier est sorti des terres en 4 ans, en temps, en heure, dans les budgets, et avec 30% de carbone en moins au mètre carré à la construction. C'est juste énorme. Tout ça, c'est une partie des décisions qui ont été prises très tôt pour réduire les émissions. Mais on avait un objectif qui était de diviser par 2 les émissions. Donc, ce n'est pas juste de réduire. Et pour ça, il a fallu aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire passer en revue toutes les opérations, tout ce qui serait nécessaire pour faire ces jeux,
et essayer de réduire comme une espèce d'obsession. Pour ça, on s'est donné une ambition très précise, on l'a appelée budget carbone. En fait, c'est une méthode, c'est une autre façon de travailler, c'est-à-dire on a un projet qui est défini dans le temps, on va se donner, il y a un budget financier, et ben nous, on va se donner aussi une quantité de tonnes à ne pas dépasser. Et on a travaillé toutes ces années contre ça, je veux dire, contre dans le sens où ça vous aide à maintenir. C'est un peu comme le programme d'un athlète. Vous savez, vous voulez battre un record, et ben chaque jour il faut faire un peu plus, chaque jour il faut travailler un pas vers l'autre, et vous faites des squats et vous faites, je sais pas, et à chaque jour vous faites et vous travaillez chaque partie de votre corps. Nous, on travaille chaque partie de ces projets. Et ça a commencé quand? Parce qu'on imagine que c'est des années avant même... Eh ben, tout ce travail de fond, d'ailleurs la fixation de cette ambition précise, on l'a validée au début 2019. Donc c'est un travail qui a commencé mi-2018, quand le comité de livraison de Paris 2024 s'est constitué en tant qu'association. Nous sommes une association privée, pour ceux qui ne le savent pas. Et d'ailleurs, on se finance avec l'argent privé, surtout pas l'argent de contribuables. Alors, donc, on comprend bien, il faut retourner toutes les pierres, chacune, l'une après l'autre. Vous avez calculé l'empreinte carbone, vous avez aussi... On n'a pas calculé une empreinte, on a estimé. Estimé, oui, pardon. Estimé. Et vous avez aussi estimé l'empreinte matière. Ça veut dire quoi exactement? C'est ça, parce que dans l'ambition de réduire les impacts, il y a les carbones, certes, mais il y a aussi les ressources. Donc la ressource, c'est les choses dont vous avez besoin. Matériel. L'événementiel, en général, est assez linéaire. Donc, vous organisez un événement, vous achetez des choses, vous en servez, et puis souvent, les choses finissent à la poubelle. Pour nous, la poubelle aurait pu être quand même assez costaud. Donc, on a besoin au total de 6 millions d'objets. Mais pour que je puisse vous donner ces chiffres, il a fallu faire les comptes. Donc, faire les comptes, ça veut dire aller tracer tout ce dont on aura besoin pour livrer les jeux. Des estrades, des sièges, des tribunes, des drapeaux, des balles de ping-pong, la somme de tout ça. C'est énorme, c'est un travail titanesque, ça n'avait jamais été fait. Et on appelait ça l'empreinte matière, parce que c'est à l'image de l'empreinte carbone, on a calculé la quantité des ressources. Et la première estimation a eu un effet très, très, très utile, parce que ça nous a permis de challenger les besoins. Donc, par exemple, au début, on nous disait on a besoin de 800 000 pièces de meubles pour livrer ces jeux. Ça paraît incroyable. Oui, ça paraît incroyable. On s'en tire avec 600 000. Donc, ça reste quand même un chiffre hallucinant, mais c'est 25% de moins qu'est-ce que originalement on aurait pu avoir besoin. Et on a challengé comme ça sur plein de choses. Par exemple, la flotte des véhicules, on l'a réduit d'un tiers par rapport aux jeux précédents. Parce qu'on optimise la gestion de la flotte. L'impact carbone de la restauration, on le réduit de moitié par rapport à un repas français moyen. Si je vous dis qu'on veut réduire l'impact carbone de ce qu'on mange, ça veut dire réfléchir au menu et se dire on va mettre 2 fois plus de végétal, on va aller chercher ces fournitures les plus proches possibles. Donc on a 80% des ingrédients qui viennent de France. Et les 20% restants, c'est parce que les athlètes demandent des choses que l'on n'a pas en France. Et donc, il a fallu réfléchir au cycle de vie de chacun de ces objets. C'est ça. Et la bonne nouvelle qu'on est fiers de partager, parce qu'on est encore à 3 mois des Jeux, c'est que de toutes ces choses dont on aura besoin, on a sécurisé la seconde vie. Donc, on a sécurisé que quelqu'un vient de les prendre et s'en sert. Je ne dis pas pour recycler, mais pour faire quelque chose. On a sécurisé cette seconde vie pour 90% des choses, ce qui est complètement inédit. Alors, parlons aussi des partenaires, parce que vous n'êtes pas seul, vous travaillez avec de nombreux partenaires. L'électricité, par exemple, ce sera fournie par EDF, une électricité bas carbone. Enfin, même 100% renouvelable. 100% renouvelable. Comment ça s'est passé avec les partenaires, justement? Est-ce que vous avez dû aller les chercher ou est-ce qu'ils sont spontanément venus vers vous avec des solutions, des propositions? On a eu des deux. On a eu des deux parce qu'on a eu des partenaires avec lesquels on avait des idées. En fait, on avait des ambitions et on les a présentées, cette ambition, parce que la solution, elle passait aussi
par le fait que le partenaire crée une nouvelle solution à la hauteur de ces challenges. C'est le cas, par exemple, des boissons avec Coca-Cola. On voulait réduire le plastique usage unique. Et d'ailleurs, on a réduit des 50% au plus. On va voir les comptes finaux. Mais parce qu'on met en place des fontaines et ça permet d'éviter la bouteille plastique. Oui. Tout simplement. Mais ça, il a fallu développer, c'est plusieurs années de développement. Donc, on a ce type d'exemple. Et puis, il y a d'autres partenaires qui sont venus, en fait, qui ont cherché à être partenaires parce que nous avions ces ambitions. Par exemple, l'IRECO, c'est une PME française qui fournit des meubles de bureau. Eux, ils se sont dit, c'est l'opportunité pour vous fournir les meubles de bureau, donc devenir partenaire, fournir les meubles de bureau, récupérer tous ces meubles, et puis les utiliser pour lancer un marché de la seconde main des meubles de bureau. Quelque chose qui est prévu, par exemple, dans la loi AGEC, mais qui n'est jamais fait. Donc, voilà, on a des cas de figure de tout genre. On est aussi le premier jeu à avoir, par exemple, un partenaire traiteur végétal. Donc, on veut mettre plus de végétal, mais après, il faut aussi une nourriture particulière. Vous êtes dans un stade, c'est une nourriture festive, oui. Il faut que ça soit amusante. Et souvent, les gens s'attendent à un hamburger. L'hamburger sera là, oui. Mais ce ne sera peut-être pas avec de la viande. Oui. Et alors, quel héritage, du coup, va rester de ces JO? Je sais qu'on n'y est pas encore, mais j'imagine que vous avez déjà réfléchi à cette question. La plupart des choses que vous faites sont absolument invisibles du grand public. Là, ce qu'on décrit, tout le travail qui a été fait en amont, tout ce qui est fait dans les moindres détails, tout ce qui a été pensé, c'est pas connu ni vu du grand public. Alors, quelle importance de faire de la pédagogie? C'est très important et comme vous l'avez dit bien, il y a beaucoup de choses qui sont invisibles et si on n'en parle pas, ils ne se sauront jamais. Donc, au restaurant confidentiel, au restaurant au niveau B2B, on va dire, pour les business qui les font. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, pour partager. Et on va évidemment augmenter la cadence de la communication parce que il faut que tous ces changements puissent contribuer à accélérer une transformation écologique. Après, il y aura aussi les expériences sur site. Par exemple, les gens vont pouvoir venir avec leurs bouteilles sur leur gourde. Quelque chose qui est interdit, normalement. Vous ne pouvez pas rentrer avec une gourde dans un stade. Nous avons réussi à faire en sorte que les gens puissent venir parce qu'il va faire chaud, parce qu'on va mettre des fontaines à eau gratuites, et sinon les gens n'auraient pas de quoi boire. Donc ça, je pense qu'ils vont commencer à se dire, ah oui, les choses sont différentes, les menus sont différents. On va au stade en transport en commun, on va au stade au vélo. On a mis en place ces 415 km des cyclopistes pour que les gens puissent venir à vélo, avec 20 000 places de parking gardiennés pour que les gens puissent laisser leur vélo. Donc tout ça, petit à petit, je pense que les gens vont commencer à s'en rendre compte. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous parliez B2B, justement, on a presque envie que ça continue, que cet échange continue, que ce modèle que vous avez créé, cette méthodologie puisse servir à d'autres entreprises, parce que c'est vraiment une manière de penser presque les choses. On a tous cette question, je pense aussi, par rapport au budget. Vous avez voulu venir chercher des choses, enfin, c'est du Made in France. Est-ce que ça veut dire que vous avez dépassé le budget ou est-ce que vous êtes resté dans les clous? Est-ce que ça vous a coûté moins cher? Comment ça s'est décliné au niveau du budget? Les communications sur le budget, je pense qu'elles sont publiques. On tient le budget aujourd'hui, à part un petit ajustement pour l'inflation, et qui n'est pas tant que ça finalement par rapport. Donc, en soi, c'est une excellente nouvelle. Mais ce qu'on a cherché, c'est à chaque fois trouver des solutions qui ne coûtent pas forcément plus cher, voire carrément vous apportent des réductions. Quand je vous disais qu'on a besoin de 200 000 meubles en moins, là, on s'aligne parfaitement. Sur l'écologie, la sobriété apporte des réductions de coûts aussi. Et on a cherché à les déployer partout. Quand on dit qu'on met 2 fois plus de végétal dans l'assiette et qu'on se source en France, c'est sourcé en France, c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est sourcé en plus des végétales des saisons, c'est moins cher que de la viande aussi. Il y a parfois, l'équilibre, il vient justement d'aller chercher une réponse plus responsable. Et puis, il y a un exemple, on parlait des énergies. En général, les gens ne le laissent pas, mais un stade comme le Stade de France, il opère normalement avec du diesel. Vous pensez qu'il est branché au réseau, mais non, il utilise des groupes électrogènes avec 10 000 litres de diesel par jour d'opération. C'est ça, les stades de France, ou un stade de ce genre-là.
parce que la télévision, parce que le broadcasting, il opère d'habitude avec des groupes électrogènes. Nous, on a changé complètement le paradigme, on se branche au réseau avec un deuxième réseau de backup et on laisse les groupes électrogènes éteints. Ils sont là, bien sûr, en cas de panne de la panne, on va dire. Mais tout ça nous permet d'utiliser de l'électricité du réseau, qui est pour nous 100% renouvelable, c'est ça qu'on a cherché à injecter pour ces jeux, mais qui en plus, je vous avoue, il est moins cher que le diesel. Alors, peut-être une dernière question, on arrive à la fin de cet entretien, mais votre message, il est fort, puisque ce que vous dites au monde entier, finalement, puisque le monde entier va nous regarder pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, vous dites, si on est capable de le faire à cette échelle, on est capable de le faire à toutes les échelles, finalement. En tout cas, c'est une des choses qu'on essaye de montrer. C'est pas simple d'organiser à l'échelle des Jeux avec les temps si donnés, si limités, avec un budget limité. Mais si on arrive à prouver que ça marche, que c'est possible, il n'y a pas de raison que d'autres ne l'utilisent pas. Et juste rapidement, vous êtes en contact, on imagine, avec Los Angeles et Brisbane 2032. Vous échangez sur ce modèle, ce nouveau modèle que vous avez créé? On échange beaucoup avec eux, on les partage toutes ces informations, tous ces modèles, ça va jusqu'au Excel spreadsheet pour qu'ils s'en servent, mais pas que. On essaye de partager tout ça avec l'événementiel, avec les sports français. D'ailleurs, petite page de pub, on a créé une application qui s'appelle le Coach Climat. Et cette application, elle est gratuite, elle est sur Internet, et ça permet à n'importe quel organisateur d'événements d'estimer son impact carbone et d'avoir des recommandations pour le réduire. Donc, tout ce qu'on aura appris, on a une vocation open source de le partager avec tout le monde parce que nous-mêmes, on va disparaître. En octobre, on n'existe plus. Mais on sent qu'il y aura un héritage qui va rester, notamment voilà, avec cette application. Exactement. Donc. Mais écoutez, Georgina Grenon, merci infiniment d'être venue nous expliquer comment fonctionnent donc ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. On va vous remettre également un livre, Scale Up the Future, voilà, qui est juste là et qui donc rassemble les 100 innovations qui ont été retenues par le comité scientifique de 2050 Now. Merci infiniment. On va vous laisser rejoindre la salle. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut l'applaudir chaleureusement. Merci beaucoup.